Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La crise migratoire au menu du Conseil européen. Les 28 se retrouvent pour tenter de trouver une solution à l'accueil des migrants. La mission s'annonce délicate pour Emmanuel Macron. Après l'échec du mini-sommet dimanche, nous serons en direct de Bruxelles dans un instant. La loi alimentation toujours en examen au Sénat. Les sénateurs ont adopté l'encadrement des promotions. Le texte du gouvernement a pour ambition de rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole, mais aussi promouvoir une alimentation saine et durable. Quel bilan pour Parcoursup? Plus de la moitié des lycéens sont toujours en attente d'une réponse. Une phase complémentaire s'est ouverte mardi. Elle doit offrir de nouvelles affectations pour les candidats qui n'ont toujours pas d'inscription pour la rentrée. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui et Quentin Calmet en direct du Sénat et Nora Hamadi à Bruxelles. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, Emmanuel Macron a annoncé son soutien à l'amendement du sénateur La République En Marche de Mayotte, amendement qui limite le droit du sol. Ce département français, vous le savez, est en proie à une forte immigration en provenance notamment des Comores. Écoutez le chef de l'État. Le sénateur Soilihi a proposé une évolution des conditions d'accès à la nationalité française, une adaptation particulière compte tenu des défis. Il s'agit de préserver le droit du sol, qui est l'un de nos principes fondamentaux, en adaptant ces conditions d'exercice à la réalité de ce territoire. Cette évolution, je l'ai noté, fait consensus sur le territoire. C'est pourquoi je soutiens cette démarche qui me semble adaptée et équilibrée. Et justement, Tam Tranui, vous êtes avec le vice-président du Sénat, le sénateur La République En Marche, Thani Mohamed Soilihi. Oui, Thani Mohamed Soilihi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors, on l'a entendu, le président de la République l'a dit ce matin, il soutient votre proposition de limiter le droit du sol à Mayotte. Pourquoi faut-il déroger à ce principe fondamental à Mayotte pour vous ? Eh bien, tout simplement parce que la situation migratoire que connaît ce département depuis maintenant 2 décennies est insupportable et exceptionnelle. Et c'est seulement par rapport à cette situation exceptionnelle qu'il faut modifier les conditions d'acquisition de la nationalité sur ce territoire. Ça s'explique par proximité avec les Comores, c'est cela ? Oui, c'est la proximité avec les Comores. En fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a une immigration massive qui vient des Comores, et d'autant plus massive que les Comores continuent à revendiquer Mayotte, disent à leur population « allez là-bas en masse ». Et la deuxième chose, c'est qu'il y a tellement de naissances dans l'hôpital de Mayotte qu'aujourd'hui, pour relever le défi, par exemple, de la scolarité, il faudrait construire une salle de classe par jour. Donc, bien évidemment, ce département ne peut pas continuer à supporter cette situation. Et c'est pour cela qu'il était très important de modifier les conditions d'acquisition de la nationalité française. Que prévoit exactement votre proposition ? La proposition prévoit que, avant qu'un enfant puisse bénéficier du droit du sol en étant né à Mayotte, il faudra que, à sa naissance, l'un de ses parents ait été en situation régulière depuis au moins 3 mois. Vous savez que c'est une proposition de loi que j'avais soumise au Conseil d'État et que le Conseil d'État oui, c'est constitutionnel selon le Conseil d'État. A dit qu'effectivement, les conditions de constitutionnalité et de conventionnalité sont remplies, et c'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Et bien évidemment, je me réjouis que le président de la République ait adhéré à cette façon de voir les choses. Si vous avez été rassuré par le Conseil d'État, c'est qu'il y avait des craintes par rapport au principe d'égalité, une rupture d'égalité avec votre proposition ? Mais bien évidemment, et c'est là où je veux me démarquer d'autres personnes qui souhaitent remettre en question le droit du sol en France. Moi, je ne suis pas là du tout. J'avais présenté un amendement dans ce sens l'année dernière lors de la loi égalité réelle outre-mer. Il n'avait pas été accepté ici, et je suis passé par
par le Conseil d'État avec une rédaction qui tienne compte des circonstances que je vous ai décrites tout à l'heure, mais qui permettent, je l'espère, une fois adoptée, de lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte. Cette mesure, d'ailleurs, vous l'avez présentée, elle a été adoptée lors de l'examen du projet de loi Asile-Immigration. Pourtant, il y avait eu, on l'a entendu, des réserves de la part de Gérard Collomb, qui a dit qu'il ne voulait pas juste retoucher au droit de la nationalité à travers cet amendement. Du coup, est-ce que vous pensez que cette situation va être réglée par cet amendement ou bien par une proposition de loi, quelque chose de plus global? Alors, les réserves du ministre d'État Gérard Collomb n'étaient pas de fond. Il a d'ailleurs, dans le même temps, affirmé que sur le fond, il reconnaissait la pertinence de ces amendements, mais c'était par rapport au véhicule. C'est une loi asile-immigration et il avait émis la réserve que les dispositions sur la nationalité, même si elles concernent aussi, elles ont des conséquences sur l'immigration, ne pouvaient pas raisonnablement emprunter ce véhicule. Vous l'avez vu, la commission des lois s'est emparée de mes amendements, les a défendus et ont été adoptés ici. Et moi, peu importe le véhicule que ces amendements emprunteront, soit à la commission mixte paritaire, le 4 juillet prochain, elles sont adoptées avec cette loi asile-immigration, soit, si ce n'est pas le cas, la proposition de loi que j'ai rédigée et soumise au Conseil d'État pourrait dans ce cas-là suivre sa navette autonome. Bien, merci beaucoup Thani Mohamed Soilihi d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. L'Europe va-t-elle se fracturer sur la question migratoire? Les 28 sont réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles pour un Conseil européen qui s'annonce houleux. Il faut dire que l'accueil des migrants cristallise les tensions dans un contexte de montée du populisme. Fabien Recker. C'est un sommet décisif pour l'avenir de l'Europe qui s'ouvre à Bruxelles. Fragilisée sur la question des migrants en Allemagne, Angela Merkel a tenu à dramatiser l'enjeu devant les députés allemands ce matin. L'Europe fait face à de nombreux défis. Mais celui de la question migratoire pourrait décider du destin de l'Union européenne. Une Union européenne plus divisée que jamais, comme l'a montré la récente passe d'armes entre la France et l'Italie autour de l'Aquarius. D'un côté, les pays de l'Est de l'Europe, Pologne et Hongrie en tête, refusent catégoriquement d'accueillir de nouveaux migrants. De l'autre, l'Italie exige plus de solidarité et veut en finir avec le règlement de Dublin. Un règlement qui lui impose, de par sa position géographique, de porter l'essentiel de la charge des migrants venus d'Afrique du Nord. Je pense qu'un compromis peut intervenir entre les Italiens et les pays qui sont prêts à améliorer la solidarité, mais ce groupe-là ne peut pas s'accorder avec ceux qui refusent a priori toute forme de solidarité. Donc en ce sens-là, oui, il va y avoir un split, comme on dit, un split. Si la question des mécanismes de solidarité sera au cœur des négociations, les 28 pourraient tomber d'accord sur le renforcement des moyens de Frontex ou la création controversée de hotspots à l'extérieur des frontières de l'UE. Et justement, on va prendre la direction de Bruxelles où nous attend Nora Hamadi. Bonjour Nora, on le disait, c'est un sommet à haut risque qui s'ouvre aujourd'hui. Effectivement, Delphine, de mémoire de fonctionnaires, on n'avait pas vu un tel afflux de journalistes ici à Bruxelles depuis au moins 20 ans. Des centaines de représentants de la presse étrangère sont ici pour assister à ce qui restera peut-être comme un moment de bascule historique dans l'histoire de l'Union européenne. On entendait à l'instant le sujet de Fabien Recker. Il n'est pas ici question de crise des réfugiés. On n'est plus dans la crise des réfugiés, mais bien une crise politique. Les flux ont baissé, sachez-le, de plus de 80% depuis l'année dernière. Donc on n'est plus du tout sur cette ligne de gestion des flux migratoires, mais la ligne qui semble prévaloir aujourd'hui est bien celle de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il a dit à son arrivée ici au sommet, il faut restaurer la démocratie européenne. Nous allons faire ce que les gens veulent. Stop à l'invasion migratoire. Cette ligne est bien celle qui prévaut aujourd'hui dans une majorité de pays européens, cette ligne qui est celle de la démocratie libérale, qui n'est pas du tout sur une ligne solidaire avec les autres pays. On le voit avec l'Italie, avec la Ligue d'extrême droite qui est arrivée au pouvoir et son leader, Matteo Salvini, qui a fermé les ports. On le voit en Autriche avec Sebastian Kurz qui prendra la tête en fait de l'Union européenne dans le cadre de la présidence tournante et qui lui aussi en fait gouverne avec l'extrême droite. On le voit avec la CSU, allié historique de la CDU d'Angela Merkel, qui a des élections en Bavière dans quelques semaines et qui est très poussé sur sa droite, si je puis dire, par l'AfD, le parti d'extrême droite, et la question migratoire est bien entendu au centre des débats. Alors Nora, quelles sont les solutions proposées justement lors de ce Conseil européen ?
Alors les solutions sont sur la table. Berlin, Madrid et Paris proposent en fait la création de hotspots, que ce soit sur le territoire européen mais également à l'étranger, que ce soit en Libye, que ce soit au Tchad, au Niger ou même peut-être en Tunisie. La Tunisie a d'ores et déjà fait savoir qu'il en était hors de question. On essaye également en fait de réviser le règlement de Dublin, ce règlement qui veut que c'est au premier pays d'arrivée en fait des migrants de prendre en charge la demande d'asile. Or l'Italie aujourd'hui souhaite que ce règlement soit complètement remis à place, que les autres pays ne souhaitent pas. Quoi qu'il en soit, là on voit bien qu'il y a une fracture entre entre l'Europe de l'Est, les pays dits de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie ou encore la Hongrie qui ne souhaitent pas du tout du principe de solidarité. L'Ouest de l'Europe qui lui aussi est plutôt un petit peu partagé sur ces questions, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France et les pays du Sud qui doivent faire face à cette pression migratoire. Si une solution européenne concertée n'est pas trouvée lors de ce sommet aujourd'hui, il faut bien savoir que ce sont donc des solutions nationales qui vont être mises en place, fermeture des frontières, explosion potentielle de Schengen. Et si la solution n'est pas trouvée, donc c'est bien la coalition allemande qui risque bien d'exploser en début de semaine prochaine, la coalition donc d'Angela Merkel, voire à terme l'Union européenne qui risque bien de s'effriter quelque peu sur ces questions. Merci pour toutes ces précisions, Nora. Et on va continuer sur ce sujet avec vous, Tam Tranui. Vous êtes avec le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, le sénateur LR, Jean Bizet. Oui, Jean Bizet, l'Europe n'a jamais paru aussi fragile face à la question migratoire. Et pourtant, le paradoxe, c'est que les flux ont baissé en 2017. Alors, comment expliquer cette situation de crise européenne ? Disons qu'il y a une amplification médiatique du sujet. Vous avez raison de dire que les flux ont diminué. Ceci étant, au-delà de la convention ou de l'accord de Meseberg de la semaine dernière, où il y a quand même pas mal d'acquis sur un certain nombre de points, c'est vrai que en ce qui concerne la procédure de Dublin, en ce qui concerne le problème des quotas, c'est un terme qu'on a du mal à prononcer, nous sommes dans une situation de blocage. Mais il faut regarder au travers du futur Conseil européen des 28 et 29 autre chose que la problématique purement migratoire. Pour vous, il n'y a pas que ce sujet à l'ordre du jour ? Non, alors c'est vrai qu'elle est prégnante, qu'encore une fois, les flux sont en diminution, mais regardons les choses également en face, si vous voulez. Le partenariat pour l'Afrique est plus que jamais une ardente obligation. Pourquoi ? Il y a 60 ans, l'Afrique, c'était 250 millions d'habitants. Aujourd'hui, 1 250 000 ressortissants. Et dans 30 ans, ce sera multiplié par 2. Il est bien évident que... 1 milliard 200. Ce sera 2 milliards et demi. C'est ça. 2 milliards et demi. Donc, il est bien évident que aucune frontière ne pourra, je dirais, empêcher celles et ceux qui fuient pour leur survie ou qui veulent assurer un développement, je dirais, professionnel de leur vie. Nous ne pourrons pas les cantonner n'importe où ou n'importe comment. D'où l'esprit de La Valette, d'où l'inscription dans le prochain cadre financier pluriannuel de 44 milliards pour, je dirais, augmenter les partenariats avec les pays, je dirais, d'origine ou de transit. Et puis, disons-le clairement, quels que soient, je dirais, les jugements que l'on puisse porter sur, je dirais, le gouvernement en charge des responsabilités en Turquie. Le partenariat entre l'Union européenne et la Turquie fonctionne correctement sur ce sujet. Faut-il craindre, selon vous, une montée des populismes, justement, face à cette crise migratoire, notamment quand on en voit les répercussions qu'il y a déjà eu, par exemple, en Italie ? Oui, on a toujours à craindre cela, si vous voulez. Ceci étant, il faut parler clair, et parler vrai. Il y a, je l'ai souligné devant la ministre lors du débat préalable au Conseil il y a 48 heures au Sénat, un règlement qui est en cours de fin de parcours, je dirais, de vote, puisqu'on en est au deuxième vote, mais comme c'est un règlement, il ne passera pas, si je puis dire, devant le Parlement. Un règlement qu'on appelle dénommé procédure, qui tente à élargir ou à affiner le concept de pays tiers sûr. Moi, j'invite, si je puis dire, le Conseil d'État... Un sujet qui a été débattu d'ailleurs pendant le projet de loi immigration ici au Sénat. J'invite le Conseil d'État et la Commission nationale consultative des droits de l'homme de prendre un petit peu de hauteur et de considérer... Si on en reste à des réflexions purement juridiques,
on ne va pas favoriser la solution de ce dossier. Bien, merci beaucoup Jean Bizet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Je vous le disais en titre, la loi alimentation poursuit son parcours législatif. Elle est examinée au Sénat depuis 2 jours. Hier, les sénateurs ont approuvé l'inscription dans la loi de l'encadrement des promotions. Aujourd'hui, on va retrouver Quentin Calmet qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse. Bonjour Quentin. Alors, où en est-on aujourd'hui dans la discussion de ce texte ? Eh bien, les sénateurs, Delphine, poursuivent une série de mesures sur l'encadrement des négociations commerciales afin de les rééquilibrer au bénéfice des producteurs. Il y a ainsi le relèvement de 10% du seuil de revente à perte qui vise donc à empêcher de revendre des denrées sous un certain seuil de prix. Mais hier soir, les sénateurs ont également adopté des mesures pour plus de transparence sur ces prix. Des amendements adoptés contre l'avis de la Commission et du gouvernement. Mais on le voit dans l'hémicycle depuis ce matin, l'efficacité de ces mesures fait débat et même l'efficacité des amendements des sénateurs. Le système actuel semble verrouillé à un tel point que certains doutent de l'utilité des aménagements du projet de loi. Écoutez Laurent Duplon, il est agriculteur et sénateur LR de la Haute-Loire. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que les 3 centrales d'achat qui restent en France ont une capacité à tordre le bras à tous les fournisseurs. Aujourd'hui, on assiste en règle à une organisation qui fait que tous ceux qui passent par les fourches codines de ces 3 centrales d'achat sont lessivés après chaque négociation. Et je ne crois pas que ces textes et ces différents amendements puissent véritablement apporter une réponse à cette problématique-là. Et je vous propose d'écouter la réponse sur cette remarque du rapporteur, Michel Raison. Sa réponse, elle est intéressante. Il dénonce le manque de moralité de certains acteurs. Écoutez-le. On ne peut pas en vouloir à ce gouvernement-là ou au Parlement actuel de ne pas trouver la baguette magique pour que ça se passe parfaitement bien. Il y a une tentative dans cet article de rebloquer encore un certain nombre de choses et d'essayer d'améliorer. Mais quand le problème devient plus moral que législatif, la loi ne peut pas régler complètement ce problème. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que petit à petit, cette morale s'améliore un peu, mais lorsqu'il n'y a plus que 4 centrales d'achat, on a un peu du mal à s'imaginer que ça va forcément s'améliorer, puisqu'on est dans une guerre des prix. Voilà pour ce qui est du volet sur les prix dans ce projet de loi. Les sénateurs s'apprêtent désormais à évoquer le bio dans les cantines, un autre sujet très concernant dans ce projet de loi qui vise à promouvoir, Delphine, je vous le rappelle, une alimentation de qualité, durable et locale. Et on en reparle tout à l'heure. Merci Quentin, effectivement on vous retrouvera tout au long de cette édition. On continue les réactions au Sénat avec vous Tam Tranui. Vous êtes avec le sénateur LR de Maine-et-Loire, Stéphane Piednoir, justement sur cette question du bio dans la restauration collective. Tout à fait, puisque Stéphane Piednoir porte un amendement de suppression à cet objectif de 20% de bio dans la restauration collective. Pourquoi ? Alors d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas évidemment foncièrement contre le développement de l'agriculture biologique et l'arrivée de ces produits dans la restauration collective et notamment dans les cantines scolaires. C'est plus une question de liberté des collectivités locales qui peuvent ou pas, quand elles le veulent. C'est une charge trop importante pour les collectivités, selon vous ? En termes de coût du repas aussi, le reste à charge pour les familles est un élément important, mais pas uniquement. Je trouve que il faut prendre en compte aussi la complexité des appels d'offres pour les collectivités, pour les petites communes en particulier, où c'est un dispositif de plus, c'est une norme de plus à respecter, et on plaide suffisamment pour alléger le nombre de normes auxquelles sont soumises les collectivités pour aller dans ce sens. Après, c'est une question de choix. On voit déjà certaines collectivités qui ont fait le choix de même beaucoup plus de bio que cela dans les cantines, qui jouent sur les quantités, le gaspillage alimentaire, peut-être moins d'éléments dans les repas. Et vous ne pensez pas pour autant qu'il faut tendre vers cet objectif ? Mais c'est bien la preuve, ce que vous venez de dire, c'est bien la preuve qu'on n'a pas forcément besoin de la loi pour tendre vers cet objectif d'une qualité améliorée dans nos cantines scolaires. J'ai évidemment des collègues qui sont d'anciens maires différents coins de la France, qui ont mis en place cette politique, qui sont aujourd'hui quasiment à ce ratio-là, qui sont à 40% de bio dans certaines collectivités, et ils n'ont pas eu besoin d'un texte de loi pour afficher ça, pour le mettre en œuvre. C'est en place depuis déjà plusieurs années.
Cette question du bio dans les cantines, au départ, eh bien, la commission s'y était opposée il y a une dizaine de jours. Et puis, il y a eu un coup de théâtre cette semaine, puisque mardi, la commission a dit qu'en revanche, eh bien, non, finalement, elle n'avait pas forcément vu tout l'amendement et qu'elle était finalement d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le fait aussi d'une forme de lobbying citoyen? On sait qu'il y a une forte mobilisation sur ce sujet. Probablement, je ne vais pas le nier. Je ne vous cache pas non plus qu'on a eu un véritable débat au sein du groupe Les Républicains au Sénat. C'est un fait, mais on a notre liberté aussi de légiférer et de voter au sein du groupe. Moi, j'ai fait l'objet d'aucune pression, de quelque nature que ce soit. C'est vraiment un amendement que je trouve légitime pour assouplir un petit peu les démarches des collectivités et des mairies, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un amendement qui va être examiné dans environ une heure et demie. Est-ce que vous pensez qu'il peut être adopté dans l'hémicycle? C'est très ouvert? Je pense qu'effectivement, c'est très ouvert. On sait qu'on a un avis défavorable sur la suppression complète de l'amendement. On a un avis défavorable de la commission, des différents rapporteurs. Néanmoins, les sondages qu'on peut effectuer et dans nos connaissances proches nous font dire que oui, il y a un scrutin qui est assez largement ouvert. Est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, en France, il y a une trop grande opposition entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique? Oui, je ne l'ai pas dit aussi, c'est un article un peu fourre-tout qui tend d'ailleurs à opposer les différentes filières agricoles en France. Je trouve que c'est pas très sain, on n'a pas besoin de ça. Et puis sur le bio, tout le monde sait qu'on trouve un petit peu tout. Sur le bio, moi je suis plutôt favorable. Bio notamment de l'étranger, c'est oui, cela? Bien sûr, il y a des importations sur le bio. Il faut en finir avec le sacro-saint, le bio c'est bon. Je suis plus sur des agricultures, sur des filières très locales par exemple. Très bien, merci beaucoup Stéphane Pieneur d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Comment reprendre en main son avenir numérique? La Commission de la culture du Sénat présentait ce matin plusieurs propositions, parmi lesquelles l'urgence de la formation au digital. Le détail avec Adrien Develay. 36 propositions pour prendre en main notre avenir numérique. Dans son rapport, la Commission de la culture insiste sur le besoin de former les Français à l'utilisation et au métier du web. De l'apprentissage dans les écoles aux actifs en entreprise, tous les âges et toutes les professions sont concernés. Il faut une montée en compétences numériques pour tous, depuis l'école en passant par l'université, les entreprises, les administrations. Bref, nos concitoyens ont aussi besoin de cet élan de formation pour mieux comprendre aussi le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Je propose que l'année 2019, pour cette année-là, on déclare la compétence numérique, la montée en compétences numériques de la population grande cause nationale, parce que c'est un enjeu majeur pour notre devenir. Face aux géants du web et aux pays déjà dotés d'une politique de développement d'Internet, la France ne peut pas se permettre d'être dépassée. Une stratégie nationale pour le numérique doit être pensée selon la Commission. Si l'accent est mis sur la formation pour tous, on peut également retenir la volonté d'encourager l'orientation vers les métiers du numérique, d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation, tout en apprenant une utilisation raisonnée et sûre d'Internet et de ses outils. Cette dernière proposition arrive quelques jours après la mise en application de la loi RGPD sur la protection des données personnelles, d'autant que le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, prévoit la numérisation d'ici 2022 de toutes les démarches administratives. Alors que s'est ouverte la phase complémentaire d'affectation des lycéens sur Parcoursup, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a été entendue ce matin par les sénateurs. Pour l'heure, seuls 44% des 812 000 candidats peuvent se prévaloir d'avoir une inscription ferme et définitive. Jordan Klein. Ce matin, devant les sénateurs, la ministre a exprimé sa satisfaction quant aux premiers chiffres concernant Parcoursup. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 646 000 candidats qui ont reçu au moins une proposition d'admission. C'est quasiment 80% des inscrits. Si l'on s'intéresse spécifiquement aux lycéens, c'est plus de 80% des lycéens. C'est donc au-dessus des projections initiales du gouvernement. Mais la transparence, c'est bien le message que la ministre a voulu faire passer. Car comme beaucoup, les sénateurs s'inquiètent de l'opacité des critères de sélection des lycéens dans les universités. Est-ce que vous pouvez nous dire l'utilisation effective de ces algorithmes par les établissements en cette première édition de Parcoursup? Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose vis-à-vis de cela? Le BAFA, dans les algorithmes de Pau, ça rapporte 15 points.
Voilà. Il y a la nécessité qu'il y ait un contrôle de légalité sur ces axes. Les critères qui sont pris en compte sont des critères publics. Ils ont été affichés sur Parcoursup. Ce sont ces fameux attendus. Et les établissements qui ajoutaient d'autres critères et qui les ont fait voter par leur conseil d'administration. Et dans ce cas-là, ils ont été aussi portés à la connaissance des candidats sur Parcoursup. Au-delà des algorithmes, la question de la mobilité des jeunes interroge, c'est-à-dire ces étudiants qui intègrent un établissement d'une autre académie. Le problème concerne la variation de ce taux qui serait comprise entre 1 et 70%. Ces taux de mobilité, ils ont été fixés au cas par cas entre les recteurs et les présidents d'université. Et les recteurs ont veillé à ce que les taux de mobilité n'entraînent pas le fait que des jeunes ne puissent pas faire les études de leur choix à proximité de leur lieu de résidence non plus. Après une interruption d'une semaine de la plateforme pendant le bac, 90 000 nouvelles places non demandées sont proposées aux lycéens. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Catherine Morin-Desailly, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Commission de la Culture et de l'Éducation ici au Sénat, sénatrice centriste de la Seine-Maritime. Sylvie Robert est également avec nous. Bonjour. Sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes la vice-présidente de cette même commission. Merci d'être avec nous. Jean-Raymond Hugonnet est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur LR de l'Essonne. Vous aussi, vous êtes membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Et puis, Jimmy Losfeld, bonjour. Vous êtes président de la FAGE. Première question pour vous, Catherine Morin-Desailly. Est-ce que vous avez été rassurée, puisque c'est le message que le gouvernement souhaite faire passer, rassurée sur justement ce nouveau dispositif Parcoursup? Est-ce que vous l'êtes ? Nous avons voulu auditionner la ministre 4 mois après la promulgation de la loi, parce que c'est notre rôle de suivre l'application de la loi que nous avons votée, que nous avons voulu aussi améliorer, auquel nous avon fortement participé. D'ailleurs, la ministre l'a reconnu ce matin. Nous l'avions amendé sur des points assez forts. On pourra y revenir. Et donc, nous avons été, on peut le dire, satisfaits des premiers résultats qui, au jour d'aujourd'hui, ont procédé à un certain nombre d'affectations dans des proportions que nous attendions. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire le bilan complet du processus. Donc on reprend rendez-vous à la rentrée avec la ministre. On va s'attacher à regarder que l'ensemble des élèves, ou en tout cas des candidats à Parcoursup, soient bien affectés et bien une solution qui corresponde aussi à leur choix. Bref, c'est l'ensemble du dispositif que nous suivons de près, mais je dois dire que la ministre a été très précise dans les questions que nous lui avons posées, des questions extrêmement pointues. On en a fait état dans le reportage, la question de la transparence, la question des algorithmes. Vous savez que le Sénat défend les grandes libertés. Donc voilà, sur ce sujet, nous sommes c'est vrai, exigeants. Sylvie Robert, c'est vrai qu'il y aura aussi un comité de suivi de cette réforme qui sera mise en place à l'automne. Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements selon vous ? Je ne dirais pas qu'il y ait eu des dysfonctionnements. D'abord, on ne le sait pas et on est un peu à mi-parcours puisque, comme disait Catherine Morin-Desailly, on attend des chiffres et des résultats précis en septembre pour un peu faire le point sur l'efficacité ou non de cet outil. En matière de transparence, parce que je reprends la balle au bond, mais c'est extrêmement important, il y a un sujet qui participe de la confiance dans l'outil. Il faut savoir qu'entre APB, qu'on a dénoncé, l'ancien système, etc. Voilà, et Parcoursup, c'est un système radicalement différent qui met finalement les universités dans la responsabilité de sélectionner, de trier les jeunes par rapport à leur formation. Donc, ils ont conçu, en plus de l'algorithme national qui a été transparent, des algorithmes qu'on dit locaux, qui sont finalement des outils d'aide à la décision avec un certain nombre de données. Et je pense que si on veut que les jeunes aient confiance dans cet outil, il faut absolument rendre transparent ces algorithmes. Et je dois dire que ce matin, la ministre a fait un pas en avant en nous disant qu'elle était prête à regarder et peut-être même à harmoniser, parce qu'on sait qu'en fonction des universités, et c'est bien ça le problème, eh bien ça va vraiment d'une façon très différente. Jean-Raymond Hugonnet, est-ce qu'il y a pu avoir aussi des critères géographiques qui ont pu induire des discriminations ? Oui, alors là, sur les discriminations, je serais très prudent. Et avant tout, au Sénat, je crois qu'on est tous transformés un petit peu en Saint Thomas
Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'a priori négatif, puisqu'on ne peut pas reproduire la catastrophe de l'année dernière. En revanche, on comprend bien qu'en un an, c'est compliqué d'avoir un système qui, d'un coup de baguette magique, fonctionne. Sur les effets pervers, il y en a qui sont assez spéciaux, puisqu'on avait peur justement de certaines ségrégations. Or, aujourd'hui, un des premiers retours que l'on a sur les classes préparatoires. Donc là, on est vraiment plutôt sur l'élite. Elles n'arrivent pas à former leur classe, tout simplement parce que, et c'est un effet pervers, aujourd'hui les choix font que les élèves vont se déterminer au dernier moment, et aujourd'hui les classes préparatoires ne sont pas, dans les plus grands lycées, ne sont pas encore terminées, ce qui est un problème. Jimmy Losfeld, il y a aussi la question, vous, qui vous inquiète finalement, c'est celle du calendrier, puisqu'on a vu que la plateforme a été fermée pendant la semaine du bac pour ne pas déstabiliser les lycéens. Il y a peut-être une réflexion à avoir justement sur cette procédure. Est-ce qu'il faut la faire un peu plus en amont ou même carrément après le bac ? Tout à fait, vous avez raison, parce que pendant cette période du baccalauréat, qui est une période stressante, et on le comprend bien pour les lycéens, se rajoute le stress, c'est vrai sur Parcoursup, c'était vrai sur APB, c'était vrai avant APB, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le bac en poche, notamment quand on aspire à faire des études supérieures. Nous, on a demandé un bilan précis et complet, une concertation d'ailleurs avec les organisations syndicales au mois de septembre, pour qu'on puisse revenir sur tous ces éléments de la plateforme et qu'on puisse juger de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'avoir des chiffres éclairants. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, ça tourne, mais quand on parle des 80% d'étudiants qui ont reçu une proposition, c'est pas forcément un bon indicateur. Parce que le seul indicateur qui nous intéresse, nous, c'est pas le nombre de propositions reçues, c'est est-ce qu'au final, les jeunes qui ont demandé une place dans une formation non sélective seront pris dans cette formation non sélective, et ceux qui ont demandé une place dans une formation sélective trouveront une formation en phase avec leurs aspirations. Et on comprend bien du coup, une fois qu'on aura fait ce bilan en septembre, on aimerait bien se poser la question de est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager effectivement de déplacer le calendrier universitaire. Avancer le bac, ça me semble compliqué. Décaler la rentrée universitaire, par contre, pour faire en sorte que la procédure d'affectation du coup puisse se dérouler après le baccalauréat, en tenant compte du coup de ces facteurs stress, parce qu'on parle quand même d'un challenge, c'est affecter 800 000 jeunes en quelques semaines, donc c'est une question qu'on pose. Catherine Morin-Desailly, sur cette question du calendrier, est-ce qu'on peut apporter des modifications pour justement éviter le stress que ça génère? Je pense qu'il faut être pragmatique, en effet, et puis mesurer comment ça se sera passé cette année. Il peut y avoir tout à fait des ajustements, je crois que c'est nécessaire si c'est ainsi défini. Non, moi je voudrais revenir tout de même vers le grand pas en avant qui a été franchi par rapport à ce qu'était l'APB post-bac, où des élèves étaient restés sur le carreau, des élèves étaient affectés dans des filières qu'ils n'avaient absolument pas demandé. C'était un vaste scandale, on ne comprenait pas certains choix. Là, avec l'exigence de transparence des algorithmes, avec aussi des critères, pour la première fois des critères établis sur les attendus, sur les résultats académiques, sur la motivation, qui est pour moi très importante, la motivation aussi des futurs étudiants. On voit que déjà, il y a des choses qui sont défrichées en amont. Ça mérite d'être approfondie dans le cadre de la réforme de l'orientation. On en a parlé ce matin, on a exprimé notre préoccupation à la ministre que son travail soit bien coordonné avec celui de Jean-Michel Blanquer, que nous allons auditionner la semaine prochaine. On va lui reposer les mêmes questions, parce qu'il y a un vrai sujet sur l'orientation et ça se prépare. Non pas l'année du bac, je crois que les jeunes en ont conscience, mais bien en amont pour accompagner chaque élève dans son parcours de réussite. Mais il faut quand même dire les choses. Pour l'instant, le système semble fonctionner de façon satisfaisante, contrairement à tout ce qu'on avait aussi entendu. Mais il y a encore des candidats qui n'ont pas de réponse et qui ont passé le bac sans avoir de réponse, Sylvie Robert. Voilà. Oui, aujourd'hui, il y a environ 21% des jeunes qui n'ont pas eu de réponse. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y avait des objectifs à ce projet de loi. Les objectifs, c'était d'abord le droit à la formation dans l'enseignement supérieur pour tous, le fait que le jeune puisse avoir une formation continue, une formation choisie et non pas subie. Donc on va voir dans les choix, et puis qu'il n'y ait pas un creusement, et je pense que c'est ça qui va être important dans les chiffres qu'on aura en septembre, des disparités sociales et territoriales. Donc, ça, c'est un risque, Sylvie Robert? Oui, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant sur les chiffres qui vont nous être donnés par académie. On entendait tout à l'heure en avant-propos la question de la mobilité. Nous, on s'est félicité de la mobilité académique, c'est-à-dire que APB, en fait, ne permettait pas la mobilité. C'était là le fait qu'à un moment, on puisse ouvrir permet à des jeunes de pouvoir trouver des formations dans une autre académie, une formation choisie. Quand on voit l'écart entre 1% et 70%, alors je peux
convenir qu'on met Paris-Île-de-France, j'ai bien compris, un peu hors du tableau. Ce que j'aimerais savoir, c'est si la mobilité et les objectifs qui étaient attendus et cette ouverture-là ont permis que ces objectifs soient atteints. Donc, vous voyez, je crois que c'est important de revenir aux objectifs de la loi et de regarder si cet outil vraiment permet à un moment de les atteindre, ou en tout cas va dans le bon sens. Et aujourd'hui, j'attends vraiment des chiffres pour pouvoir être convaincue. Sur cette question du Oswald et oui, moi je rejoins ce qui a été dit. On a deux belles avancées, notamment dans cette réforme, que sont ce pourcentage mobilité et les pourcentages de boursiers également dans les formations sélectives. Et c'est des belles avancées, ça va créer un peu de mixité sociale. On met fin au final à cette priorité académique absolue, donc il y a toujours une priorité académique, mais il va se rajouter ce pourcentage mobilité. La difficulté, ça vient d'être dit et je rejoins totalement, c'est le curseur. C'est que moi, ce curseur qui, et la ministre le précise dans le reportage, est défini en discussion par les recteurs et les présidents d'université, et ben on sent qu'en fonction du territoire, en fonction des arrangements entre les présidents d'université et les recteurs, ça peut créer des disparités. Donc je pense que là, on a besoin d'un peu de courage et d'une intervention de la part du ministère, d'une vraie régulation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité, que ces pourcentages soient une véritable avancée concrètement pour la mixité sociale et pour l'accès dans les formations. Jean-Raymond Hugonet. Je crois que le maître mot là-dedans, tout à l'heure, Catherine Morin-Desailly l'a employé, c'est l'orientation. Pourquoi ? Parce que je suis frappé, pour avoir des enfants de cet âge, je suis frappé de la pression qu'on met sur les jeunes. Voilà, et d'un seul coup on arrive à la fin de l'entonnoir et là c'est la pression, c'est le truc. Il y a un moment où cette orientation doit être préparée et c'est là où je vois un aspect positif moi de Parcoursup, mais je crois un petit peu comme tout ce les voix qu'on vient d'entendre, c'est ça joue plutôt le rôle de guide plutôt que de vous envoyer dans des impasses, et j'espère qu'elles seront le moins nombreuses possible, mais c'est plus avoir un cheminement et trouver un guide. Et Parcoursup doit servir à ça, en tout cas c'est l'ambition. Et tant qu'on n'aura pas, et c'est pour ça que l'audition de Jean-Michel Blanquer, comme tu l'as dit tout à l'heure, va être très importante pour voir comment on match avec l'éducation nationale. Parce que si on ne commence pas, je ne vais pas dire dès le plus jeune âge, mais bien avant, on arrive sur des solutions qui sont impossibles parce qu'il y a embouteillage. Ouais, pardon, puisqu'on sait qu'il va y avoir aussi de nouvelles places qui vont se libérer après les résultats du bac le 6 juillet. La ministre vous l'a expliqué ce matin, on l'écoute et on reprend le débat juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est à la fin d'une première phase du processus et qu'on est en train de donner là, actuellement aux lycéens un certain nombre de résultats de concours publics, qui sont les concours d'entrée dans les écoles d'infirmiers, les concours Sciences Po, les concours des IEP, les concours des classes préparatoires dans les écoles d'ingénieurs intégrées dans les universités. Et donc, on sait qu'il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui ont réussi ces concours et qui vont donc probablement libérer des places parce s'ils préfèrent intégrer ces établissements. Donc c'est ça la deuxième phase qu'on va voir maintenant. Alors 90 000 places devraient être remises en jeu, vont se libérer. Ceux qui n'auront pas le baccalauréat vont être désinscrits automatiquement. Ça peut justement permettre à ceux qui n'ont pas encore de solution d'avoir un peu plus d'espoir, Catherine Morin-Desailly. C'est un effet de domino, dans la mesure où aussi chaque candidat a dit vœu à émettre au fur et à mesure des choix que les uns et les autres font. Ça libère des places pour d'autres, ça réorganise en fait l'offre. La ministre a eu raison de souligner qu'il y a tous ces établissements aussi, 350 établissements de l'enseignement supérieur, 73 universités, donc ces établissements aussi sont sélectifs, eux, et en fonction des résultats de ceux qui ont postulé, il y a des places forcément qui se libéreront. Mon collègue Jean-Raymond Hugonet a expliqué que les classes préparatoires n'étaient pas remplies à l'heure actuelle, ce qui est assez nouveau. Mais en même temps, moi, j'y vois quelque chose de positif, c'est-à-dire que l'étudiant a le temps, du coup, de choisir et donc de mûrir un peu sa décision en quelques semaines de plus. Donc, c'est aussi l'effet positif de la réforme, le fait d'émettre plusieurs vœux. Mais les règles vont un petit peu changer, Catherine Morin-Desailly. Il y aura plus 7 jours pour se décider, mais 3 dans cette phase complémentaire. Il faut aussi resserrer un peu les procédures. Je parlais de la première phase. Je parlais de la première phase. Sylvie Robert. Oui, pardon, parce que là, c'est au fil de l'eau. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui gardent leurs vœux en attente. Et c'est d'ailleurs ça qui, à un moment, met un peu tous les acteurs dans la difficulté. Et je posais d'ailleurs la question à la ministre sur les fameux oui-si. Il y a des universités qui ont joué le jeu, d'autres qui n'ont
pas jouer le jeu. Des universités qui vont mettre en place des modules d'accompagnement pour ces WICI, et je trouve que ça participe de la réussite des jeunes. Et ça, sur ce sujet-là, moi, je n'ai jamais été contre, au contraire. Mais on est fin juin. La rentrée est dans 2 mois. Aujourd'hui, les universités n'ont pas de visibilité sur le nombre d'étudiants qui vont pouvoir bénéficier de ces modules. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de temporalité, d'adéquation entre... Sachant qu'entre mi-juillet et mi-août, les services de Parcoursup seront fermés, c'est bien ça? Oui, je des heures supplémentaires. Je ne sais pas, mais vous voyez, il y a un problème quand même de temporalité. Et alors, la ministre répond, oui, ils vont savoir faire, et puis après les emplois du temps, etc. Certes, mais je pense qu'il faut quand même avoir conscience que si on veut vraiment mettre en place ces modules d'accompagnement qui sont les gages de la réussite, il faut quand même un peu donner de la visibilité aux universités, en tout cas celles qui ont joué le jeu, parce qu'il y en a qui ont joué le jeu, et il y en a d'ailleurs, et on lui a posé la question, qui n'ont pas joué le jeu pour différentes raisons d'ailleurs. Oui, Jean-Raymond Hugonet. 6,3 millions, je crois, c'est les chiffres, 6,3 millions de vœux, avec en moyenne 7 vœux et demi par jeune. C'est quand même une masse absolument... et on voit bien, dans certains côtés, le choix et l'avancée que c'est, mais aussi on se doute bien de la difficulté à gérer ça in fine, qui va pas être simple. Et je ne peux pas croire une seule seconde que les personnels partent mi-juillet. Et voilà. Il y aura quand même une permanence. Vous avez des informations sur ce point? Je ne sais pas du tout s'il y a une permanence. Moi, par contre, je tiens à préciser sur un tout autre sujet quelque chose, c'est qu'au moment où on a été reçu à la mi-mars par la ministre, où on avait des doutes sur un certain nombre de dispositifs de la réforme, on a demandé des promesses, des garanties, le lancement d'un comité de suivi, ça on vient de l'obtenir et je m'en réjouis, mais également une annonce pour des places supplémentaires en plus des 19 000 qui ont déjà été créées. Donc on attend encore la fin du mois de juin parce que sur les formations en tension, encore une fois, des formations universitaires non sélectives, je pense à la filière droit en Ile-de-France, à STAPS, il va y avoir encore falloir des efforts à faire, et ça, comme le disait Sylvie Robert, il ne faut pas que ça arrive au dernier moment, il faut qu'on puisse anticiper aussi dans les universités, notamment par rapport aux modules, ou ici les modules d'accompagnement. En même temps, quand on voit le bazar qui était APB post-bac, pour l'instant, on peut dire que les choses avancent. Ce qui est rassurant, c'est que le ministère est très mobilisé. On le sent très mobilisé pour adapter au fur et à mesure. Donc nous sommes dans un rôle forcément d'exigence par rapport à la réussite de ce nouveau système d'orientation pour la réussite des étudiants. Mais je pense qu'il faut regarder pour l'instant le verre à moitié plein et faire le bilan définitif à la rentrée et ajuster en effet la temporalité, comme le souligne Sylvie Roder. On est en fait dans une découverte un peu au jour le jour et pragmatique de ce que vivent aussi les différents acteurs. Et moi, je voudrais dire ce qui est très positif, parce que pour moi, pour être maître rendu dans certains lycées, c'est de voir à quel point les proviseurs, les professeurs terminales se sont mobilisés et ont découvert une nouvelle façon peut-être d'accompagner leurs étudiants. Pour avoir été enseignante, je pense que c'est extrêmement important de se préoccuper aussi de l'orientation et de la réussite des étudiants à terme. Est-ce qu'il y a des possibilités de recours pour justement les élèves qui n'ont pas eu satisfaction, et puis pour rassurer aussi les parents inquiets qui nous regardent? Absolument, et d'ailleurs ça c'était dans la loi et on y a été quand même très attaché. Et moi, j'étais particulièrement attachée au fait que c'est le recteur qui soit garant du fait qu'on donne une formation aux jeunes. La question a été posée ce matin par un de nos collègues d'ailleurs. Est-ce qu'il y a, ce sont des commissions académiques qui se réunissent? Il y en a déjà apparemment certaines qui se sont réunies. Ce qui sera intéressant, justement, de voir en septembre, parce qu'on fait patienter les jeunes jusqu'au 6 septembre quand même, c'est s'il y a beaucoup de commissions rectorales, de combien elles traiteront de dossiers, est-ce que les jeunes auront vraiment un choix, ou est-ce qu'on va leur affecter vraiment une place dans une formation ou une filière proche? Je me souviens un peu du texte du projet de loi, de ce qu'ils avaient demandé. Ça, c'est quand même très très important, et je pense que si le dernier mot est aux jeunes, s'il y a le garant par le recteur en lien, j'ai bien compris, avec les universités, je crois que ce sera extrêmement intéressant de voir les chiffres précis de ces commissions et de ce qui se sera décidé in fine. Ce qu'on souhaite, c'est quand même qu'il n'y ait personne qui reste sur le carreau. Jean-Raymond Hugonet. Oui, personne ne reste sur le carreau, mais je crois que, et ça, c'est ce qui a prévalu au débat aussi, c'était sous-jacent, mais le fait aussi que ce Parcoursup amène une réflexion sur le mot sélection, qui n'est pas un gros mot. Alors je ne dis pas ça parce qu'on est en période de Coupe du Monde de football, mais la sélection, voilà, qu'on le veuille ou non,
il y a des sélections qui se font. Et quelque part, si on arrive à les aborder par un bout de la lorgnette qui est quand même plus positif et expliqué, et permettant de trouver des voies de recours également, et puis de diversifier les offres, je crois qu'on aura fait un pas en avant en tout cas. Je reviens sur... Allez-y. Juste réagir sur la sélection, sans savoir que mon organisation est opposée à la sélection, synonyme d'exclusion. Ce qui est intéressant avec Parcoursup, à notre sens en tout cas, ce qui est intéressant avec Parcoursup, c'est qu'elle met en lumière un certain nombre de choses, y compris le fait que, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de personnes le découvrent, qu'il existe 40%, donc pratiquement 1 sur 2, de formations sélectives dans l'enseignement supérieur. Les prépas, les IUT, même à l'état de l'université. On l'a toujours dit. Non mais vous parlementaires sûrement, mais c'est quand même assez affligeant de voir certains propos un peu malveillants parfois sur le sujet. Et donc cette réforme, elle met en lumière tout cela. Mais par contre, dans les formations universitaires, c'est fondamental qu'elles puissent rester non sélectives, au sens ouverte à tous les jeunes. C'est ça. On est d'accord. Ok, voilà. Juste pour qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y a un enjeu. Il peut y avoir le côté extrêmement positif qui est une orientation bien accompagnée pour conduire un étudiant vers sa réussite. Totalement. Voilà. C'est ça. C'est au moins qu'il ait les critères et qu'il sache explicitement quelles sont les conditions de la réussite. Une orientation éclairée et choisie. C'est pas un instrument ségrégatif. Voilà, mais il faut élever le niveau de qualification des nouvelles générations, donc il faut ouvrir les portes de l'enseignement supérieur, privé, public, sélectif. Oui, on a pointé un autre fait qui est quand même, puisque en tant que parlementaire, on légifère sur un certain nombre de textes de loi. Bientôt apprentissage et formation professionnelle. Pas le bac parce que ce sera d'ordre réglementaire, mais ce qu'on aurait envie, et nos collègues l'ont rappelé, nous l'avons rappelé, c'est quand même d'avoir une visibilité sur la cohérence et l'articulation de l'ensemble du continuum. Parce que je trouve toujours que l'orientation est le parent pauvre. On va le voir dans la loi sur l'apprentissage et la formation professionnelle, c'est le parent pauvre. On ne la traite pas. Alors que c'est absolument fondamental pour la suite de la promesse faite aux jeunes. Donc je pense qu'il y a nécessité à se reposer un certain nombre de questions sur l'articulation du futur baccalauréat avec Parcoursup. Et ça commence en seconde dès la rentrée prochaine. Donc je suis convaincue, sans être convaincue encore par les différents chiffres, puisqu'on ne les a pas et des résultats attendus, qu'il y aura nécessité de faire évoluer Parcoursup parce qu'il y aura nécessité d'articuler et de rendre cohérent l'ensemble d'un continuum qui va presque entre 3e seconde jusqu'à l'université. Ça, ce sera déterminant pour les jeunes. Et c'est là qu'on pourra se dire qu'à un moment donné, il y a toutes les chances de la réussite. Pour l'instant, je crois qu'elles sont pas encore... Pour conclure, Catherine Morin-Desailly, justement, sur cette procédure qui, on le voit, nécessite encore quelques ajustements, finalement. Bien entendu, mais c'est le propre d'une réforme qui est toute fraîche. Et heureusement, j'allais dire heureusement, et nous sommes là aussi pour suivre l'application de la loi au jour le jour, pour corriger le tir s'il y a besoin, pour apporter des améliorations. C'est notre rôle et notre responsabilité. Moi, ce que je souhaite pour le représentant des jeunes, on a eu l'occasion de beaucoup échanger et se voir au cours de cette année, c'est que le dialogue avec les jeunes étudiants aussi se poursuive. Et puis, comme l'a dit ma collègue, c'est qu'un vrai travail de fond soit fait et lisible, et fait aussi avec le Parlement, qui se préoccupe depuis très longtemps, plus longtemps que l'actuel gouvernement, des questions d'orientation, qu'on ait une vraie lisibilité et un vrai travail, parce que c'est au cœur aujourd'hui des sujets pour la réussite, encore une fois, des jeunes de ce monde fait de défis. On parlait des critères parfois discriminants. Est-ce que justement les critères d'habitation, critères géographiques ont pu jouer un rôle pas forcément positif, Catherine Morin-Desailly? La ministre nous a dit que non, au contraire. Il n'y avait pas de distinguo d'ailleurs entre Paris et la province, nous a-t-elle réaffirmé. C'est forcément... Paris et le reste de l'Île-de-France aussi, parce que la question peut se poser. Parce que nous, sénateurs des territoires, vous comprenez que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Maintenant, la ségrégation territoriale, elle est plus ou moins existante. Pensons aux classes prépa parisiennes, on y trouve pratiquement que des Parisiens. Bon, donc c'est un fait, la sélection l'exige déjà, mais dans le cadre de Parcoursup nouveau, nous souhaitons vraiment précisément qu'il n'y ait pas de ségrégation d'origine des étudiants qui souhaitent s'inscrire ici et là. D'ailleurs, c'est en résonance avec aussi le principe d'autonomie des universités. Voilà. Que dit l'élu francilien sur ce point? L'élu francilien a dit exactement la même chose. Parcoursup, de toute façon, est une avancée par rapport à APB, puisque avant on devait jouer dans son académie. On n'avait pas le droit de sortir. Donc là,
A priori, on l'affiche, le droit de sortir. Maintenant, il faudra juger sur pièce, mais a priori, c'est plutôt quelque chose qui est favorable. En ce qui concerne l'Île-de-France, vous voyez ce que je veux dire, avec des universités si proches de Paris, voilà, on a un œil particulièrement attentif, et notre collègue Laurent Lafont, d'ailleurs, était intervenu lors du débat là-dessus. On va être sur les résultats numériques. On pourra juger sur pièce. Eh bien, merci Jean-Raymond Hugonet, merci à vous Jimmy Losfeld, merci Catherine Morin-Desailly, merci Sylvie Robert d'être venue peut-être rassurer les parents inquiets et aussi les lycéens sur ce plateau. On continue le décryptage de l'actualité parlementaire, vous le savez, c'est l'examen en ce moment même de la loi alimentation. Pour en parler, on va retrouver Quentin Calmet. Il y a eu donc ce matin aussi un autre fait marquant, c'est l'adoption définitive par le Parlement de la loi de programmation militaire. Le budget consacré à l'armée, Quentin, est désormais sanctuarisé. Oui, tout à fait. Et puis, c'était l'occasion pour les sénateurs d'adresser un satisfecit au gouvernement et à leurs collègues députés, car Christian Cambon, le président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ici au Sénat, s'est exclamé dans l'hémicycle, mission accomplie. Écoutez-le, c'était ce matin. Nous vous avons suivi, Madame la Ministre. Nous vous avons suivi avec confiance parce que les intentions de cette loi sont bonnes et qu'elle met un terme à plus de 20 ans d'éreintement de nos armées. Et le président de la commission, qui est aussi rapporteur sur ce texte, a ainsi égrené les mesures qui font consensus avec un budget des armées qui va augmenter de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022 pour représenter 2% du PIB à cette date. Ainsi, sur la période 2019-2025, qui concerne cette loi de programmation militaire adoptée donc ce matin par le Sénat, eh bien, le budget des armées va représenter 295 milliards d'euros. Écoutez Florence Parly, elle est ministre des Armées, elle était là ce matin ici au Sénat pour représenter le gouvernement. Nos armées avaient besoin de moyens supplémentaires et ce projet de loi donne tous les moyens pour parvenir, conformément à l'engagement du président de la République, à consacrer 2% de notre PIB à la défense d'ici 2025. Les sénateurs qui ont insisté sur toute une série de mesures qui avaient été ajoutées lors de l'examen du texte ici au Sénat. Par exemple, hors des questions de voir le budget du service national universel qu'on évoquait ensemble hier, Delphine, eh bien, de voir ce service national universel interférer avec le budget principal de la défense. Même chose pour les opérations extérieures et les prix du carburant. Il sera ainsi mieux budgété dans cette version du texte. Le Sénat qui va également fait voter de multiples petites mesures, certaines anecdotiques, d'autres moins, mais qui démontrent le sens du détail des sénateurs sur ce texte, que ce soit sur l'accompagnement des militaires victimes de blessures psychiques ou encore sur l'uniforme des femmes enceintes. Reste désormais à surveiller que les dynamiques budgétaires de ce texte soient effectivement suivies par l'exécutif. Merci beaucoup Quentin pour vos précisions. Et justement, on va écouter la réaction de la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret. Elle est à vos côtés, Tam Tran Nui. Et oui, Hélène Conway-Mouret, votre réaction à l'adoption définitive très large du texte issu de la commission mixte paritaire sur cette loi de programmation militaire, elle est ambitieuse, mais l'essentiel finalement du budget, il est pour après 2022. Oui, certes, mais alors nous sommes à la fois soulagés parce que c'est l'aboutissement d'un long chemin où nous avons fait un grand nombre de visites, un nombre énorme d'auditions pour être au plus près des attentes et des besoins et de vraiment les connaître, à la fois de nos militaires mais de nos industriels aussi. Et donc c'est un soulagement de voir que le texte a été adopté et très largement amendé par le Sénat. Mais nous sommes parfaitement lucides que nous avons voté une loi de programmation militaire qui donne des orientations politiques et budgétaires, mais qu'ensuite il adviendra au Parlement chaque année, chaque automne, de voter le budget. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui a été décidé finalement en commission mixte paritaire. Le texte renforce les pouvoirs de contrôle de l'exécution de la programmation militaire par le Parlement. C'est une source de satisfaction. Oui, absolument. Je crois qu'à un moment aussi où, avec une réforme des institutions qui est programmée, où justement les propositions qui sont faites ne vont pas dans le sens de donner plus de pouvoir au Parlement, mais au contraire de le contraindre et de le restreindre, je crois que ce que nous avons souhaité montrer aussi, à la fois par le travail effectué dans le cadre de cette loi de programmation, mais plus largement, que nous avons un vrai rôle à jouer, qui a d'ailleurs été noté par la ministre elle-même, qui était très heureuse du texte final, qui était quand même
très largement enrichi par rapport au texte initial. D'ailleurs, parmi les mesures adoptées à l'initiative du Sénat, il y a le fait que le financement du service national universel a été complètement sorti de la loi de programmation militaire. Ça, c'est sûr que c'est un soulagement quand on voit qu'aujourd'hui, eh bien justement, cette question du financement de ce SNU risque d'être bien compliquée. Absolument. Je crois qu'il n'a pas été budgété. Il est parti d'un concept, je crois, de campagne. Le président Macron avait très justement pensé qu'il fallait ce brassage social, parce que c'est cela qu'il y a derrière le concept. Lui, je crois, avait plutôt envie de réintroduire un service militaire, puisqu'il devait être initialement encadré par des militaires et la gendarmerie. Et puis aujourd'hui, nous sommes passés de 6 mois à 1 mois. D'un encadrement militaire qui n'existe plus, puisqu'on parle plutôt d'un service civique universel qui relèvera plus de l'éducation nationale, de fait. Mais enfin, il reste quand même beaucoup de flou. Moi, ce qui m'interpelle, c'est d'abord la première chose, qu'on le rende obligatoire, et que ensuite on lance une grande concertation pour savoir comment les Françaises et les Français, enfin les jeunes, mais pas simplement eux, les parents, les enseignants, enfin très largement la société française, réagit à cette proposition qui est faite, mais qui n'est plus une proposition, c'est une décision qui a déjà été prise. Et puis, c'est contraignant. On fait les choses à l'envers, trop rapidement, de façon précipitée, alors que ça va quand même impliquer 800 000 jeunes par an. C'est un projet phénoménal. Et pour moi, je pense que vraiment, il mérite mieux que cette précipitation. Une toute dernière question sur la question de l'Europe de la défense, puisque la défense européenne est aussi au menu du Conseil européen qui commence aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que l'Europe soit plus apte à assurer sa propre sécurité, Hélène Conway-Mouret ? Mais bien sûr, je crois que nous en sommes tous conscients. Moi, ce qui me gêne jusqu'à présent, c'est que l'Europe de la défense est un concept, là aussi, français. Pour que ça soit un concept européen, il faudrait que les autres pays partenaires de ce continent aient la même envie que nous. Or, jusqu'à présent, nous avons articulé une vision, mais nous n'avons fait aucune proposition concrète. Donc, il faudrait passer de l'annonce, mais on commence à s'habituer à des annonces qui sont très belles, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas une réalité tangible dont nous pouvons nous saisir. Mais là, je crois qu'il faut vraiment passer à la deuxième phase, c'est-à-dire de vraiment faire des propositions à nos partenaires européens si nous voulons aller vers une Europe de la défense. C'est à la vitesse supérieure. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. Et vous en parliez à l'instant avec Hélène Conway-Mouret. L'Europe va-t-elle se fracturer sur la question migratoire ? Les 28 sont réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles pour un Conseil européen qui s'annonce houleux. Il faut dire que l'accueil des migrants cristallise les tensions dans un contexte de montée du populisme. Fabien Riquer. C'est un sommet décisif pour l'avenir de l'Europe qui s'ouvre à Bruxelles. Fragilisée sur la question des migrants en Allemagne, Angela Merkel a tenu à dramatiser l'enjeu devant les députés allemands ce matin. L'Europe fait face à de nombreux défis. Mais celui de la question migratoire pourrait décider du destin de l'Union européenne. Une Union européenne plus divisée que jamais, comme l'a montré la récente passe d'armes entre la France et l'Italie autour de l'Aquarius. D'un côté, les pays de l'Est de l'Europe, Pologne et Hongrie en tête, refusent catégoriquement d'accueillir de nouveaux migrants. De l'autre, l'Italie exige plus de solidarité et veut en finir avec le règlement de Dublin. Un règlement qui lui impose, de par sa position géographique, de porter l'essentiel de la charge des migrants venus d'Afrique du Nord. Je pense qu'un compromis peut intervenir entre les Italiens et les pays qui sont prêts à améliorer la solidarité, mais ce groupe-là ne peut pas s'accorder avec ceux qui refusent a priori toute forme de solidarité. Donc en ce sens-là, oui, il va y avoir un split, comme on dit, un split. Si la question des mécanismes de solidarité sera au cœur des négociations, les 28 pourraient tomber d'accord sur le renforcement des moyens de Frontex ou la création controversée de hotspots à l'extérieur des frontières de l'UE. Et justement, on retrouve Nora Hamadi en direct de Bruxelles, journaliste spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. Nora, on le disait, c'est un sommet à haut risque. Effectivement, Delphine, on entendait le reportage à l'instant de Fabien Riquer. Il faut savoir que la question migratoire était au centre des débats, mais si on n'est plus dans la crise de 2015, puisque 80% des flux d'arrivée ont été tarés, on est véritablement dans une crise politique inédite ici au sein de l'Union européenne, et cela va se jouer sur ces prochaines heures. Donc, pour la première fois, quelques pays européens sont prêts à faire valser les règles communes et à jouer solo pour conforter leur électorat. Le premier d'entre eux, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a été réélu triomphalement il y a quelques
quelques semaines, qui disait lors de son arrivée à Bruxelles ici il y a quelques heures, il faut restaurer la démocratie européenne. Nous allons faire ce que les gens veulent. Stop à l'invasion de migrants. Une ligne qui est également celle de l'Italie. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a prévenu qu'il opposera son droit de veto aux conclusions potentielles de ce sommet si ces revendications n'étaient pas retenues. Donc face à ce risque d'explosion de l'espace européen, Emmanuel Macron a tenté de convaincre sur une méthode. On l'écoute. Il y a une alternative simple qui nous est aujourd'hui posée à tous. Est-ce que nous voulons des solutions nationales ou est-ce que nous croyons dans des solutions européennes et de coopération? Pour ma part, je défendrai des solutions européennes de coopération dans l'Union européenne, au sein de Schengen, dans des coopérations dans le cadre des accords actuels et une modernisation de ceux-ci. Un travail à l'extérieur des frontières de l'Europe, aux frontières de l'Europe et au sein de l'Europe, avec deux principes, responsabilité et solidarité. Voilà pour des pistes de solutions. Nora, quelles vont être les solutions proposées finalement ? On l'entendait, le président de la République, responsabilité, solidarité. Alors les pays du sud de l'Europe souhaitent une révision, par exemple, du règlement de Dublin. Ce règlement, en fait, qui organise le droit d'asile et qui veut que c'est au pays de première arrivée, en fait, de prendre en charge la demande d'asile. Eux souhaitent que ce règlement soit complètement réformé et que des clés de solidarité se mettent en œuvre. Malheureusement, ce règlement et aujourd'hui, la révision de ce règlement est complètement bloquée, et ce depuis des mois, et aucune solution aujourd'hui n'est visible. Alors comme souvent, on imagine des solutions qui reposent sur une externalisation de la gestion des flux. Il est question donc de hotspots, des centres de rétention fermés, à la fois aux frontières extérieures de l'Union, c'est-à-dire en Italie, en Grèce, en Espagne. L'Italie a d'ores et déjà refusé cette solution, mais également en dehors de l'espace européen, c'est-à-dire en Libye, en Tunisie, au Tchad, au Niger. Et cela pose des questions clairement de souveraineté vis-à-vis de ces pays dans lesquels on souhaite installer ces centres de rétention. L'idée également est d'ouvrir en fait les missions de Frontex et pourquoi pas permettre à l'agence de garde-frontières européen de gérer les expulsions vers les pays d'origine. Quoi qu'il en soit, on est aussi sur la question de ces clés de répartition solidaire. Quand on sait que l'Italie a reçu par exemple 700 000 migrants depuis 2015, l'idée est de permettre en fait à ce pays d'être moins sous la pression en fait de la gestion de ces flux. Mais là-dessus, on entendait le président de la République, il y a aussi un double discours de la part du président français, et ce depuis toujours. Paris a toujours refusé entre guillemets d'être plus souple avec le règlement de Dublin. Elle a toujours réexpédié, notamment vers l'Italie, les gens qui sont arrivés, ces exilés qui sont arrivés par la botte. Et par ailleurs, on se souvient que lors de la dernière crise, Paris a également refusé d'accueillir tout simplement le bateau Aquarius qui aurait été potentiellement plus proche de la Corse ou plus proche de Marseille. Quoi qu'il en soit, il semble peu probable qu'une solution se dessine ce soir concertée. Le risque, c'est clairement que la coalition conduite par Angela Merkel, qui est justement extrêmement tendue sur cette question, implose dès la semaine prochaine et qu'à terme, on voit un délitement de l'espace européen. Merci beaucoup Nora pour votre analyse. Nouvel avertissement de la Cour des comptes à Emmanuel Macron. Dette de la France, déficit budgétaire, impôts. Les magistrats financiers pressent l'exécutif de prendre ces dossiers, je cite, à bras-le-corps. Sandra Cerquera. Un rapport annuel qui sonne comme un avertissement. La Cour des comptes, sur les perspectives des finances publiques, fait 2 reproches à l'exécutif: d'être trop optimiste sur les recettes et trop laxiste sur les dépenses. Pour Didier Migaud, la prévision de déficit public de Bercy à 2,3% du PIB en 2018 est atteignable, mais demeure fragile, ce qui pourrait remettre en cause l'objectif d'équilibre des comptes de la France d'ici 2022. La dette n'est pas encore stabilisée, elle continue d'augmenter. Nous sommes d'ailleurs le seul pays de la zone euro à connaître une augmentation de notre dette en 2017. Et puis, notre déficit structurel est aussi parmi les plus élevés des pays de la zone euro et même des pays de l'Union européenne. Sur la question des recettes, les magistrats remettent en cause l'hypothèse de croissance annoncée par le gouvernement de 1,9 en 2019. Et s'inquiète également de la suppression de la taxe d'habitation, qui n'est pas budgétée, ou encore de la reprise d'une partie de la dette de la SNCF. Pour le président de la Commission des finances au Sénat, le risque de dérapage budgétaire est réel, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement.
Si la croissance mondiale et française venait à fléchir assez sensiblement, nous serons à nouveau dans le rouge. Ou si les taux d'intérêt repartent à la hausse compte tenu du poids de la dette de la France, ce serait des charges supplémentaires et ce serait un risque de rebasculer dans un déficit au-delà de 3%. Donc le risque, il est absolument certain et il est absolument nécessaire et indispensable d'être dans une vigilance sur l'ensemble de la dépense publique. Et pour éviter de creuser le déficit, la Cour des comptes demande au gouvernement de sortir du flou et appelle à des mesures fortes sur la dépense publique. Et on va tout de suite retrouver Tantra Nui avec le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, pour une réaction à cet avertissement envoyé par la Cour des comptes au gouvernement. Oui, Éric Bocquet, que pensez-vous de ce rapport de la Cour des comptes sous forme d'avertissement au gouvernement? Est-ce que le gouvernement est trop optimiste, notamment tout d'abord sur les prévisions de croissance? Vous savez, la Cour des comptes, on reçoit régulièrement ici au Sénat, à la Commission des Finances, M. Migaud, tant que président de la Cour des comptes ou président du Haut Conseil des Finances publiques, et toujours le même discours. M. Migaud, au-delà du respect dû à sa personne... Il ne varie guère depuis plusieurs années. Non, depuis qu'il est président de la Cour des comptes, effectivement, son discours n'a pas varié sur l'application nécessaire de l'austérité, de la réduction des dépenses publiques. Il me fait penser au médecin de Molière, docteur Diafoirus, qui préconise à ces malades déjà anémiés des saignées. Et c'est ce qui se passe. L'austérité ne marche pas. On n'évalue pas du tout les conséquences de l'austérité. On constate qu'elle ne sort pas la France de la crise et du déficit. Et donc, on continue. Donc, entre les recommandations régulièrement assénées par la Cour des comptes, les avertissements, les mises en garde, les mises en demeure parfois, c'est toujours pour confirmer la même politique contre laquelle je me bats depuis des années avec mon groupe. Donc vous êtes contre les recommandations de la Cour des comptes en clair. Que pensez-vous de ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron? Il y a quand même trop d'optimisme chez lui? Écoutez, M. Macron est en perte de vitesse un peu, sa politique ne donne pas forcément les résultats qu'on attend. Du côté des dividendes et des profits, ça marche très très bien. Le ruissellement, on l'attend encore, ça n'est pas pour tout de suite à mon avis. Donc voilà, les choix qui ont été faits au niveau budgétaire et fiscal, c'est pour favoriser les puissants de ce monde. Et les salariés, les retraités, les services publics attendent désespérément des moyens pour vivre et progresser. Autre sujet qui était dans l'actualité de la Commission des Finances, la question de la suppression du verrou de Bercy avec ce rapport hier d'Albéric de Montgolfier sur le sujet. Tout le monde n'est pas d'accord, même entre les LR et les socialistes. Tout le monde veut aujourd'hui la suppression, mais certains ne vont pas assez loin selon les autres. Qu'en pensez-vous? Nous sommes dans la constance. On a toujours eu la même position sur la suppression indispensable du verrou de Bercy. Et complète, en globalité, effectivement, puisque là, les mesures, ça semble bouger un peu en apparence, mais sur le fond, on ne remet pas en question le verrou de Bercy. C'est une fausse suppression pour vous? Pour moi, c'est une fausse suppression. Nous allons proposer la semaine prochaine des amendements qui vont jusqu'au bout. On est en train d'y travailler, y compris de travailler à un rassemblement dans ce Sénat qui a déjà eu l'occasion de voter la suppression du verrou de Bercy. On va y revenir 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage. Le verrou de Bercy, c'est toujours la même chose. Tout le monde est contre quand on est dans l'opposition et personne ne le fait quand on est au gouvernement. C'est un peu le constat cynique qu'on est obligé de faire, effectivement. Dans l'opposition, on redécouvre les méfaits du verrou et au gouvernement, une fois aux manettes, on dit que c'est pas mal, qu'il faut le garder. Bien, merci beaucoup, Éric Bocquet, pour votre réaction. Je vous en prie. Merci à vous, Tam. Après les assises, un livre bleu pour l'outre-mer a été présenté à l'Élysée. Il doit définir la politique du gouvernement pour les territoires ultramarins. Parmi les priorités, la sécurité, la santé et l'éducation, mais aussi la différenciation des territoires. Samia Dechir. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de consultation. Le livre bleu de l'outre-mer a été présenté ce matin à l'Élysée. 200 pages censées définir la politique du gouvernement pour les Outre-mer durant le quinquennat. Il faut en finir avec les promesses non tenues. Ce livre bleu, il nous oblige. Et surtout, il nous engage collectivement. C'est une feuille de route qui a été construite avec l'ensemble des acteurs. Le document décline les mesures à prendre dans 28 domaines. Concernant le logement, par exemple, les aides fiscales à l'investissement seront prolongées jusqu'en 2025. En matière économique, un fonds d'investissement exceptionnel sera approvisionné de 110 millions d'euros par an. Des priorités ont aussi été définies dans chaque territoire, comme la maîtrise de l'immigration pour Mayotte. Sur ce point, Emmanuel Macron s'est dit favorable à une limitation du droit du sol, une proposition du sénateur mahorais Mohamed Tani Swali. Il s'agit de préserver le droit du sol, qui est l'un de nos principes fondamentaux, en adaptant ses conditions d'exercice à la réalité de ce territoire. Cette évolution, je l'ai notée,
fait consensus sur le territoire. C'est pourquoi je soutiens cette démarche qui me semble adaptée et équilibrée. Par le passé, les ultramarins ont connu bien d'autres plans, synonymes de promesses non tenues. Pour ce livre bleu, un comité de suivi sera mis en place dès 2019. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Victoire Jasmin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste de la Guadeloupe. Également avec nous Georges Patient. Bonjour, vous êtes sénateur La République En Marche de la Guyane. J'accueille Jean-Étienne Guillaume Arnel, pardon. Bonjour, vous êtes sénateur RDSE de Saint-Martin. Et puis Jean-Étienne Antoinette, bonjour, ancien sénateur. Vous êtes membre du CESE et vous représentez les activités économiques et sociales des territoires d'outre-mer. Bienvenue à tous les quatre. Première question pour vous, Victoire Jasmin. Un mot sur la méthode de ce livre bleu. Après les assises, on sait qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, que ce livre bleu, finalement, aboutisse à des résultats. Bon, c'est une méthodologie adaptée et adoptée aussi par le nouveau gouvernement. Bon, je prends acte, je ne peux pas préjuger de ce qui sera mis en œuvre à l'issue de ces assises. Bon, pour le moment, j'ai mis des réserves et en écoutant et en regardant de façon très rapide, j'ai vu qu'il n'y avait rien sur Saint-Barthélemy, qui est une collectivité française. Donc, je m'interroge. Alors, s'il y a des bons exemples à prendre sur Saint-Barthélemy, ça aurait dû figurer, parce que je ne souhaiterais pas que ce livre bleu soit là, une série de propositions, de préconisations, de suggestions, de perspectives, toujours en ayant comme point de mire ce que nous attendons, ce que nous demandons, une espèce de main-tendue. Non, je pense que bon, il y a probablement un certain nombre d'effets qui sont faits. Bon, j'ai vu effectivement ce reportage. J'étais présente ce matin, donc j'ai entendu également. Cependant, je crois qu'il faudrait qu'on mette également les points forts. Les points forts, parce que quelqu'un qui lit ce livre bleu n'a pas d'éléments de comparaison, n'a pas d'éléments. C'est comme si on attendait beaucoup et qu'on n'avait rien à apporter. Et là, j'aurais souhaité vraiment que, d'une part, qu'il y ait dans la communication de Monsieur le Président, qu'il y ait aussi ses atouts, parce qu'il l'a dit, mais ce n'est pas écrit. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont préconisées. Mais j'aurais souhaité, et pour la situation de Saint-Barthélemy également, s'il y a de bonnes choses, peut-être qu'il n'y a que des bonnes choses, probablement. Donc il faudrait aussi qu'on les évoque pour que ça serve d'exemple. Est-ce qu'il y a des oubliés dans ce livre bleu, Georges Patient? C'était un engagement de campagne du président de la République. Bon, pour considérer qu'il a tenu ses engagements, puisque aujourd'hui a été restitué ses assises. Mais moi, concernant la Guyane, même si je suis dans le groupe En Marche, j'ai jamais été très favorable à cette opération assise. Vous saviez, nous sortons des accords de Guyane suite aux manifestations de 2017. Et ce qui avait été conclu avec le gouvernement... Pourquoi ça génère trop d'attentes et finalement la déception ça génère des attentes dans la mesure où, durant ces accords, un plan d'urgence avait été adopté, mais il y avait également un second plan de 2 milliards qui avait été proposé au gouvernement et sur lequel il devait statuer. Bon, entre-temps, il y a eu les États généraux de Guyane qui ont eu la même démarche, en fait, que les assises. Parce que ce qu'il faut retenir, on arrive maintenant aux assises, nous avons les assises, mais tout est encore renvoyé au fameux plan de convergence qui interviendront durant le second semestre de cette année. Bon, qui dit second semestre dit à la fin du vote de la loi de finances 2019. Donc on est encore renvoyé peut-être à 2020-2021. Et pourtant il y a urgence à agir pour les Outre-mer, Jean-Étienne Antoinette. Oui, bien sûr, ces urgences se manifestent tous les jours. On faisait référence tout à l'heure en Guyane, durant donc, les mouvements de grève de mars 2017 à Mayotte, il y a quelques semaines de cela. Mais au-delà de la méthode qui a été proposée par le président Macron, à savoir ces assises, il les avait annoncées. Et donc, à juste titre, il respecte ses engagements. Mais malheureusement, il n'y a pas de révélation quant au constat. Ces constats-là, on les connaît. Il n'y a pas de révélation non plus par rapport aux mesures proposées. Il n'y a pas d'innovation. Je veux dire, ce sont les mêmes dispositifs qui existent, le FEI qu'on va mobiliser à budget constant, et encore, il faudrait donc revisiter. Alors, il y a des mots d'ordre, il faut restructurer les filières, il faut des priorités telles que l'emploi. Mais sauf qu'on ne décline pas la méthodologie, comment on contractualise cela. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate?
ben, on voit ça sur le budget de l'État, mais en 2019-2020. Donc nous perdons encore des années, alors qu'il faut à la fois faire du rattrapage, mais surtout aussi dessiner des plans de développement. Parce qu'il y a urgence, effectivement, dans nos différents territoires. Guillaume Arnel, comment avez-vous perçu, vécu ce livre bleu après les assises? On se souvient, et ce n'est pas nouveau, qu'il y avait déjà eu des états généraux pour l'outre-mer sous Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Moi, ma perception des choses est probablement un petit peu différente de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Moi, je pars du principe que même si on reproduit les mêmes schémas, chaque fois qu'on nous interroge, et c'est tellement rare, qu'il est important qu'on se prononce et qu'on s'exprime. C'est ce qu'ont fait nos populations. Ils ont exprimé la volonté forte qu'on les écoute davantage. 26 000 personnes sur 2 700 000 oui, mais vous savez, c'est faible. Vous savez comment ça se passe. On a souhaité se focaliser sur ceux qui avaient des choses à apporter à ces assises. On connaît le point de vue du monde socio-économique, on connaît le point de vue des politiques. Donc c'était donner la voix à celles et ceux qui ne l'ont jamais. Et je pense que sous cet angle-là, c'était une bonne chose. Le territoire que j'ai l'honneur de représenter, Saint-Martin, a exprimé, d'abord, a participé à ces assises de façon tardive et donc s'est exprimé uniquement dans le sens de la reconstruction du territoire. Mais moi j'estime que ce qui relève de ce que j'ai entendu de la part de l'ensemble des territoires, en tout cas de celles et ceux qui se sont exprimés, c'est la volonté d'être écoutés, de participer davantage au développement de leur territoire. Et moi, j'ajouterais simplement ceci, c'est faire de nos soi-disant handicaps des richesses, une force de proposition pour que nous arrivions à faire rayonner davantage nos territoires, dès lors que nous prenions beaucoup plus notre part et, à l'instar de ce qu'a dit la collègue Jasmin, ne pas être perçus comme ceux qui ont toujours la main tendue et offrir davantage à la nation. C'est ce qui va se passer peut-être d'ailleurs, Victor Jasmin, avec cet aspect, un territoire de projet où on va pouvoir accompagner des innovations, des projets innovants. Ça, c'est une bonne chose selon vous ? Oui, c'est une très bonne chose. Et hier soir, en séance dans l'hémicycle, j'ai évoqué des situations particulières concernant l'agriculture et l'alimentation. Et je parlais de nos territoires qui sont quand même assez particuliers et de la nécessité de prendre en compte nos spécificités à travers la différenciation territoriale. C'est le cas, ça, Victor Jasmin. Eh bien, j'étais agréablement surprise ce matin en entendant Monsieur le Président de la République évoquer cette différenciation des territoires. Cependant, mon amendement n'est pas passé hier soir. Ce matin, il l'a dit. Eh bien, dans la poursuite de cette étude, cet après-midi, j'ai évoqué un complément dans le même sens. Eh bien, mon amendement a été voté et adopté il y a un petit moment, enfin, il n'y a pas bien longtemps. Tout ça pour vous dire que je crois en cette évolution. Je pense que là, les personnes qui ont entendu, les personnes qui ont compris, ont voté pour cet amendement. Mais au-delà de cela, je crois que nous devons, et j'apprécie l'approche de mon collègue Arnel, j'apprécie la démarche. Dans la démarche, c'est vrai, mais je veux quand même que nous puissions être valorisés avec ce que nous avons aussi. Parce que nous sommes là, nous avons un certain nombre d'handicaps et pour avoir été nommé rapporteur et mon co-rapporteur est là, concernant les risques naturels majeurs, nous savons combien ces territoires-là sont confrontés à de nombreux handicaps, y compris les risques naturels majeurs, ce qui ne les permet pas de se développer comme on aurait souhaité, parce que c'est un éternel recommencement. Et c'est ça, c'est qu'il faut aussi prendre en compte. Alors Emmanuel Macron est également revenu sur la question des normes propres à l'outre-mer. Je vous propose de réécouter le chef de l'État et je vous ferai réagir juste après. La différenciation n'est pas une fin en soi, mais elle peut être un moyen pour accélérer le développement ou prendre en compte des circonstances locales spécifiques. C'est le sens même de la modification de l'article 73 de la Constitution que le gouvernement a proposé pour faciliter l'habilitation des collectivités qui souhaitent adapter les normes qui leur sont applicables. Nous voulons simplifier l'appel de compétences par les collectivités qui le souhaitent et faciliter l'adaptation des normes par les collectivités qui le souhaitent. Pourquoi ? Parce que toutes les collectivités de la République, et c'est encore plus vrai pour les collectivités ultramarines, ont des défis très différents.
Georges Patient, sur cette notion de différenciation, le diagnostic est bon là encore du chef de l'État? Oui, c'est un des points forts de la politique du président vis-à-vis de toutes les collectivités, de l'outre-mer en particulier. Bon, ça fait très longtemps que nous préconisons, que nous prônons cette différenciation. Surtout la Guyane, quand on compare la Guyane aux autres territoires d'outre-mer, la Guyane est continentale, elle est de grande superficie, elle a peu de choses à voir avec les autres outre-mer. Donc c'est un point sur lequel nous mettons l'accent, mais maintenant il faudra qu'on rentre dans les faits. Jusqu'à quel point sera acceptée cette différenciation? Là par exemple, nous voulons avoir... Nous préconisons en Guyane un développement endogène. Est-ce que c'est par cette habilitation, on pourra aller vers ce développement endogène? Est-ce qu'on pourra arrêter la mise sous cloche de la Guyane, qui est du fait de l'État centralisateur? Est-ce que nous, Guyanais, nous aurons davantage notre mot à dire? Donc, sans ça veut dire quoi alors, la différenciation, ce droit à la différenciation, c'est vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, c'est ce que vous souhaitez? Effectivement, c'est plus d'autonomie, plus d'indépendance. Moi, je suis partisan d'une évolution vers l'article 74, mais bon, dans la mesure où la population a refusé une première fois et qu'il faudra encore aller vers un vote, je suis favorable effectivement à ce qu'on utilise au maximum cette nouvelle possibilité qui nous est offerte par l'article 73. Donc, il faudra que la collectivité locale majeure en Guyane se prépare à faire des demandes en ce sens. Parce que ce développement auto-centré à partir de la métropole, à partir des transferts publics, a montré toute sa faillite, tout son échec. Jean-Étienne Antoinette, sur cet aspect de différenciation. Oui, mais c'est un long processus. Ça peut avoir des effets pervers, si je puis dire? Non, je veux dire, c'est un long processus. Là encore, il n'y a pas d'innovation. On sait très bien qu'on ne parle plus de l'outre-mer, mais on parle des outre-mer. Ça a été acté dans la loi de l'ODOM de 2009. Et d'ailleurs, au sein de l'article 73, il y a toute une différenciation déjà de statut entre la Réunion, qui est très ancrée par rapport au statut des départements de la France hexagonale, et puis la Guyane, qui a une particularité avec également la Martinique. Donc on voit bien qu'il y a déjà des différenciations. Mais encore une fois, je crois que ce qui importe et ce qu'attend la population, c'est comment cela se concrétise concrètement. Sur le territoire. Est-ce qu'effectivement, dans le domaine du foncier, les collectivités locales auront plus de compétences en matière, par exemple, d'autorisation de maîtriser notre sol et notre sous-sol, qu'il soit terrestre ou marin? Est-ce que nous aurons plus de compétences en la matière? Je veux dire, concrètement, comment cela va se décliner? Alors, il y avait aussi des avancées en matière donc, des habilitations, mais là encore, les faits sont têtus. On constate que très peu d'habilitations avaient été donc acceptées aux différents départements ou collectivités régionales. Donc oui, je crois que c'est une donnée qui est intéressante. Maintenant, il faut que cela se concrétise dans les faits. Guillaume Arnel. Oui, alors le territoire de Saint-Martin est en train d'expérimenter cela depuis une dizaine d'années. Et j'invite l'ensemble de mes collègues et de mes compatriotes des Outre-mer à regarder très en profondeur ce qui se passe et les limites de cette différenciation s'agissant de l'article 74 et des améliorations qui peuvent en être apportées. Deux remarques principalement. Veillons à ce que, d'une part, on accepte cette différenciation. Jusqu'où on peut aller, bon, c'est le fruit des négociations. Mais une des difficultés que rencontre le territoire de Saint-Martin, c'est qu'on a obligé le territoire à se préparer à l'exercice de ses compétences demandées. Mais, parallèlement à cela, l'État ne s'est pas du tout préparé à accompagner sur le terrain. Je veux dire, avec les services déconcentrés de l'État, etc. Donc, de ce fait, la population a l'impression que les choses restent en l'état. Nous sommes compétents dans un certain nombre de matières, mais l'État est encore avec des fonctionnaires fonctionnant sous un autre concept, et ça freine et ça fragilise l'ensemble du dispositif. Donc, de ce point de vue-là, je crois que, qu'on le veuille ou non, nous irons vers cette différenciation, accélérée ou non, renforcée ou pas, mais il appartiendra de bien veiller à ce que les rapports avec l'État soient des rapports d'égal à égal. Parce que même en exprimant cette volonté de vouloir
décentralisé, délocalisé, différencié, l'État indirectement garde, ou en tout cas les fonctionnaires de l'État, et tant qu'on ne changera pas cet état de fait, les politiques ont envie d'aller vers cela. Mais on parlait tout à l'heure des verrous de Bercy, etc. Mais ces fonctionnaires gardent l'esprit, je ne voudrais pas être désagréable, mais parfois rétrograde et archaïque sur la perception des Outre-mer. On comprend votre position, Guillaume Arnel. Je voudrais vous entendre, Madame, Messieurs, aussi sur cette question du droit du sol, puisqu'on a entendu, c'est bien de votre collègue Maoré, le vice-président du Sénat, Thani Mohamed Soilihi. Est-ce qu'il faut justement revenir sur le droit du sol à Mayotte, Victoire Jasmin ? Eh bien, là, je ne me prononcerai pas particulièrement dans la mesure où mon collègue et M. Thani Soilihi, il a parlé de son territoire, donc je ne vais pas faire ingérence moi-même parce que c'est lui qui sait ce qu'il vit et ce que ses compatriotes vivent. Bon, en tant que sénatrice de la République, j'ai un avis, mais puisque ça a été voté seulement la semaine dernière, je préfère ne pas, pour le moment... pas d'avis public pour l'instant. Georges Patient. Ma position a été claire, elle a toujours été très claire. D'ailleurs, je l'ai dit à mon collègue Thani, parce que nous sommes dans le même groupe, que je m'abstiendrai, mais que je suis contre cet amendement. Bon, comme disait ma collègue, c'est un problème qui concerne... Mayotte, c'est un amendement qui a été pris spécifiquement pour Mayotte, mais comme très souvent on a tendance à comparer la situation de Mayotte à celle de Guyane, moi j'avais tweeté en disant qu'il n'était pas question pour moi qu'en Guyane, que cette disposition soit étendue à la Guyane. Moi je m'explique, moi j'ai été maire jusqu'en octobre 2017 d'une commune où il y avait plus de 50% de personnes en situation, de personnes étrangères et bon nombre en situation irrégulière. Moi, j'ai connu des enfants qui sont nés sur le territoire de ma commune, de parents en situation irrégulière, et qui sont maintenant français, qui sont des citoyens, de bons citoyens, qui ont des tâches importantes au niveau de la commune, même au niveau de ma mairie, qui sont guyanais, qui sont français. Donc, dès la naissance, condamner un enfant à prouver à sa majorité qu'il est né de parents en situation régulière au moment de sa naissance, enfin qu'il a au moins un parent né en situation irrégulière, c'est condamner un enfant, quand on connaît les difficultés après d'une naturalisation. Jean-Étienne Antoinette, pardon. J'ai peut-être un peu plus de liberté, je suis plus sénateur, c'est un ancien collègue. Allez-y. Je peux m'exprimer. Non, mais je crois qu'il y a une confusion. Là, me semble-t-il, il y a une confusion entre le droit du sol et le droit de nationalité. Georges Patient l'a précisé, on peut ne pas bénéficier du droit du sol, mais à l'âge de 16 ans, si nous sommes sur le territoire français, et si on demande que durant 5 ans, on était présent sur le territoire, on était scolarisé sur le territoire, on le devient français. Donc ce n'est pas un frein à la nationalité française. Donc il y a une confusion. Et me semble-t-il que là où... on restreint quand même les conditions d'acquisition de la nationalité française avec cet amendement. Là où la République doit, me semble-t-il, faire corps et trouver un équilibre entre ce droit à la différenciation qu'on a évoqué tout à l'heure et que nous épousons, et puis des principes qui doivent nous lier, je veux dire, des principes de nationalité, des principes d'appartenance, entre guillemets, à une nation, ben, c'est que ce droit ne peut pas être différencié d'un territoire à un autre. Donc plutôt un avis contre cet amendement. Mais bien sûr, est-ce que ça veut dire que sur le livret de famille, le jeune qui est né à Mayotte, il aura noté droit du sol, droit de nationalité, né dans quelles conditions, et qu'il va se rendre en Martinique ou en Guyane. Guillaume Arnel, rapidement. Des deux parents en situation irrégulière. Des deux parents en situation Très rapidement, irrégulière. Guillaume Arnel, puisqu'on ne vous a pas entendu avant de Ce sont des mesures qui, me semble-t-il, sont un peu dangereuses, et donc je me permets toute liberté de le lui dire. Très rapidement, Guillaume Arnel. Très rapidement. Moi, j'ai porté cette loi, en tout cas la discussion pour le groupe RDSE, et il nous a semblé utile, plutôt que de rentrer dans ce type de débat, de plutôt nous focaliser
sur des vrais sujets tels l'accès des étrangers, sur la bonne intégration, etc. Mais cependant, il y a une chose qu'il faut accepter, c'est que la situation de Mayotte, et je sais de quoi je parle, la situation de Saint-Martin était quelque peu identique, mais à Mayotte, je crois qu'il n'y a aucun autre territoire qui ressemble à ça. La Guyane, sauf que les Mahorais sont entre cousins. Merci. Ce qui n'est pas le cas de la Guyane. Merci Guillaume Arnel, merci à vous Victor Jasmin, merci à Georges Patient, merci à Jean-Étienne Antoinette. Avant de se quitter, on retourne justement dans l'hémicycle pour faire un point sur cette loi alimentation avec vous, Quentin Calmet. On parle bio cet après-midi. Oui, tout à fait, Delphine. L'examen de ce projet de loi agriculture et alimentation qui s'éternise un peu sur le premier volet de la loi. Mais dans quelques minutes, les parlementaires vont effectivement examiner le volet sur la restauration collective. Un axe très important car cette restauration collective, eh bien, elle représente chaque année en France 3,6 milliards de repas et donc un chiffre d'affaires entre 17 et 20 milliards d'euros et environ 7 milliards d'euros d'achat de denrées alimentaires et de boissons. L'objectif du projet de loi du gouvernement, eh bien, c'est d'avoir des produits issus d'une agriculture de qualité, c'est-à-dire avec différents labels, synonymes de qualité, mais aussi venus de circuits courts, avec ces 50%, également une part de 20% de produits bio. Donc, eh bien, le Sénat devrait examiner ce volet du projet de loi dans quelques minutes ici dans l'hémicycle. Merci à vous Quentin, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous qui vous propose cette semaine un état des lieux politique puis existentiel. Il faut que l'État retrouve sa force, sa puissance, son ambition, son prestige et que très vite on accorde des crédits énormes à l'enseignement, qu'on redresse le prestige du corps enseignant. Moi j'ai un père effectivement qui nous parle de l'État, qui nous parle de sa mission de service public. Son père avait été évidemment ouvrier, communiste et était passionné par la condition ouvrière, donc c'est ça qu'il choisit, mais au service de l'État. Moi j'ai entendu ça toute ma vie. Livrez-vous avec Claire Chazal et Pierre Birnbaum, demain à 22h sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Santé au quotidien. La phobie, c'est une peur. Les plus fréquentes, ce sont les phobies d'animaux. Recherche. Quand on est sous hypnose, on a la perception de ce qui se passe autour de soi. C'est ça la définition de l'hypnose. Prévention. Qu'est-ce qui cause la prématurité d'un bébé? Ça peut être souvent des problèmes d'hypertension. Présenté par Elisabeth Martichoux, État de santé, en partenariat avec la MGEN, ce soir à 21h15.